Traite d'êtres humains, stupéfiants, armes, fraude fiscale. De la petite magouille à la très grosse arnaque, les délinquants doivent toujours blanchir l'argent acquis illégalement. Dans le milieu, il existe des banquiers occultes qui savent laver plus blanc que blanc tout type de trafic et ils sont désormais capables d'adapter très rapidement leurs méthodes pour brouiller les pistes des autorités. À la clé, plusieurs dizaines de milliards d'euros sont en jeu. Les chiffres de cet univers financier parallèle font tourner la tête. Selon un rapport du Sénat publié cet été, chaque année en France, il est estimé que l'argent blanchi équivaut au budget de la défense, c'est-à-dire à plus de 50 milliards d'euros. Les enquêteurs luttent sans cesse contre cette manne gargantuesque, mais n'en récupèrent que 2% selon ce même rapport du Sénat. Les autorités sont-elles assez outillées pour contrer le phénomène ? Le monde politique est-il prêt à hausser le ton ? Aujourd'hui, on vous en dit plus sur le blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent, c'est un terme que l'on entend régulièrement, mais qu'est-ce qu'il signifie vraiment ? D'où vient l'expression d'ailleurs blanchir ? Depuis quand ça existe ? Les enjeux sont immenses. En France, près de 6300 personnes ont été mises en cause pour blanchiment en 2024, soit 10% de plus qu'en 2023. Un tiers des affaires est lié au trafic de drogue. Alors, comment lutter ? Quelles conséquences pour notre économie, pour l'État, mais aussi pour les Français au quotidien? Pour en parler autour de cette table, deux invités. Quentin Meug, auteur de Argent sale, la traque aux éditions Favart, commandant de police spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vincent Monnier, journaliste au service enquête à l'Obs et auteur du livre Narcocratie, comment ils ont pris le pouvoir, paru chez Albin Michel. Merci d'être avec nous aujourd'hui également. Blanchiment d'argent, on vous en dit plus dès maintenant. Et puis je ne la présente plus parce qu'elle est là chaque semaine à mes côtés. Cécile Desèze va nous parler de ce que vous pensez de ce sujet. C'est l'opinion publique. Alors Cécile, dis-nous tout. Alors ça n'a rien à voir avec les blanchisseries, le blanchiment d'argent. Ça ne concerne pas tout le monde, fort heureusement, puisqu'il est lié aux activités illégales. Alors qu'en savent les Français ? Leur réponse au micro d'Elfie Pillard. Alors moi, le blanchiment d'argent, j'y connais rien du tout. Moi je suis étudiant, donc le blanchiment d'argent, c'est pas encore ça. On verra peut-être plus tard, mais pour l'instant, je suis pas du tout dans ce milieu-là. C'est le fait de faire passer de l'argent dans notre économie, de l'argent sale, qui a été obtenu en vendant de l'alcool, de la drogue, en tout cas des produits illicites, qui sont pas autorisés dans notre pays. C'est de transformer de l'argent illégal en argent légal. Soit d'ouvrir des commerces ou... Il y a des gens, ils font de l'argent en mode pas propre, tu vois. Donc ils font un blanchiment. Et pour faire un blanchiment, il faut une société, je sais pas, il faut un commerce. Tu peux pas faire comme ça un blanchiment. Ça vient pas comme ça. Il faut avoir un cabis, faut créer une société. Il faut aller à la banque, il faut ouvrir un compte en banque et tout, et voilà. Voilà, donc on a des petits conseils là pour monter notre propre petite entreprise de blanchiment. Pour de nombreux internautes, il faut regarder du côté des kebabs, des tabacs ou des supérettes pour trouver des entreprises de blanchiment en France. Mais il faut quand même bien gagner beaucoup d'argent sale pour en arriver là, non ? Oui, alors des sommes qui seraient rapidement suspectes. Vous vous souvenez probablement de l'une des séries les plus primées de notre époque, celle qui met en scène Walter White, professeur de chimie qui se met à dealer de la meth. Évidemment, tu parles de Breaking Bad. Eh oui, c'était un test pour savoir si tu connaissais les classiques. Si tu te souviens bien, le personnage commence à gagner beaucoup d'argent, beaucoup trop. C'est sans doute pour blanchir justement cet argent qu'il monte alors une station de lavage de voitures avec sa femme. Et c'est un bon exemple pour gérer l'argent gagné avec de la drogue. Ça permet donc de faire rentrer de l'argent sale dans l'économie, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. D'où l'expression blanchir, un peu comme pour nettoyer cet argent. Loin de moi l'idée d'inspirer des carrières de bandits chez les téléspectateurs. Il faut bien garder à l'idée que la pratique est évidemment illégale, peu importe le business que vous blanchissez. Vous pourriez vous retrouver en prison comme Piper Chapman, la détenue star d'Orange is the New Black.
Maybe this is a bad time to say hi. Merci Cécile, journaliste 20 minutes qu'on retrouvera la semaine prochaine. Quels sont les circuits les plus utilisés pour blanchir de l'argent? Comment lutter contre? On en parle avec Quentin Meug, auteur de Argent sale, la traque aux éditions Favart, commandant de police spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent. C'est tout de suite. Fayard. Et j'ai dit une bêtise. Fayard. C'est Fayard, j'ai dit Favard, ne me demandez pas pourquoi. Donc je rectifie aux éditions Fayard. Quentin, avec vous, si pour commencer on devait définir en une phrase le blanchiment d'argent, ça veut dire quoi de façon simple? De façon simple, en fait, c'est donner une apparence de légalité à des fonds qui sont d'origine illicite. Ça, c'est la définition. En fait, ça peut être beaucoup plus simple même que ça. Ça peut être le simple fait de déplacer ou de convertir des fonds d'origine illicite. D'accord. On va voir, j'imagine, en parlant tout à l'heure, que c'est la demande principale des voyous. Est-ce qu'il y a des étapes dans le blanchiment d'argent? La définition canonique un peu du blanchiment, c'est un système en 3 étapes avec le placement qui consisterait à déposer des fonds, par exemple sur un compte bancaire, et ensuite ce qu'on appelle l'empilage, à multiplier les transactions pour obscurcir l'origine des fonds, et puis tout à la fin le Graal, l'intégration, c'est-à-dire transformer cet argent d'origine illégale en quelque chose de visible et dont on peut se prévaloir en public. Dans les faits, on voit rarement ces 3 phases. D'accord. En fait, ce qui se passe très rapidement, c'est que la demande principale, et notamment pour tout ce qui concerne le trafic de drogue, etc., parce qu'on peut blanchir des fonds venant de toutes sortes d'origines, la demande essentielle des trafiquants, c'est surtout une demande d'exfiltration. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre leurs fonds à l'abri, l'éloigner le plus possible du lieu de commission de leurs infractions. Voilà. D'accord. Pour ne pas se faire prendre. Pour ne pas se faire prendre et pour ne pas se faire saisir leur argent. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à travailler sur ça? Qu'est-ce qui vous a plu dans le fait de travailler sur ce sujet? J'ai pas commencé ma carrière du tout sur ce sujet-là, mais j'y suis venu, en fait, pour une raison très simple, c'est parce que l'argent, c'est le mobile. C'est le mobile du crime. Et donc, quand vous travaillez sur des problématiques de blanchiment, en réalité, vous travaillez sur la quasi-totalité du spectre criminel. Exception faite peut-être du crime passionnel et dans une certaine mesure du terrorisme, encore que, puisqu'il y a une dimension financière très importante aussi dans les activités terroristes, qu'il s'agisse de financement du terrorisme ou simplement de l'appât du gain de certains responsables d'organisations radicales. Il y a des circuits sur lesquels vous avez plus travaillé que d'autres? J'ai essayé de me concentrer sur les circuits principaux, c'est-à-dire aller évidemment là où se trouve le risque majeur. Et en fait, il nous est apparu rapidement à la Direction nationale de la police judiciaire que le vecteur principal, en ce qui concerne le crime organisé, c'est différent quand on parle de délinquance en col blanc, on y reviendra, c'est le cash, et c'est le cash au travers de réseaux en fait, de transfert de fonds informels, qui portent tout un tas de noms en fonction du lieu où ça s'opère. Mais enfin, il faut comprendre qu'en fait, il existe dans le monde, partout, un réseau occulte de gens qui ont fait profession de collecter et transférer des fonds d'origine illicite en espèces, sans pour autant déplacer les fonds. D'accord. Mais alors, comment on fait alors concrètement pour remonter une piste, pour trouver ça? Comment vous faites? Alors, il y a effectivement différentes façons de s'y prendre. On peut travailler soit sur ces opérateurs, soit, et c'est à mon avis la méthode la plus classique, et sans doute une des plus efficaces, tout simplement commencer à travailler au stade même de l'enquête sur le fait générateur. C'est-à-dire que l'argent ne tombe pas du ciel, c'est de l'argent du trafic, c'est de l'argent du proxénétisme, de l'argent du trafic de migrants. Donc on a des infractions, on a des services d'enquête qui sont spécialisés là-dedans, les stupes, nos collègues de la PAF, etc. Et en fait, on observe et on travaille pour démanteler ces réseaux-là, tout en gardant à l'esprit que le mobile de toutes ces infractions, c'est le profit. Et donc on va descendre ce flux financier pour essayer d'en identifier les différents acteurs et, si possible, d'en déterminer finalement le point final pour le saisir. Et les 10% d'augmentation que vous évoquiez d'ouverture de votre sujet traduisent précisément une meilleure intégration dans le système policier, judiciaire, de cette dimension financière des infractions. Mais moi, par exemple, comme toutes les personnes qui nous regardent, à quel moment on peut se dire « Oh tiens, là c'est louche, je ne vais peut-être pas me mouiller dans ça parce que j'ai un doute sur la provenance de l'argent, par exemple ». Est-ce qu'il peut y avoir des signaux pour moi, comme un des mortels qui n'y connaît rien?
Je ne vois pas trop dans quelles circonstances vous pourriez vous poser ce genre de questions-là. Si quelqu'un vous proposait des sommes considérables d'argent dans un sac de sport, je peux vous dire que ça, c'est ce qu'on appelle un red flag, un drapeau rouge. En fait, les gens qui se posent ce genre de questions quotidiennement, ce sont les professionnels des secteurs financiers. Banque, assurance, la banque, notaire, l'argent arrivé. Agent immobilier, tout à fait. Donc on a un dispositif très vigoureux, de plus en plus vigoureux depuis les 30 dernières années, qui vise précisément ce qu'on appelle les professions assujetties. Donc c'est un ensemble de professions qui couramment ont à connaître de transactions financières et doivent, c'est une obligation légale, avertir les autorités s'ils constatent que manifestement, les conditions dans lesquelles se réalisent les transactions sont suspectes. C'est ce qu'on appelle une déclaration de soupçon, ça porte bien son nom, qui sont transmises à un organisme qui s'appelle Tracfin, qui dépend du ministère des Finances, et dont la mission est précisément d'enquêter à la suite de ces déclarations de soupçon pour déterminer si oui ou non le soupçon était avéré. D'accord. Vous en parlez dans votre livre. Quel est le rapport entre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent? C'est une excellente question et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les enquêtes qui sont présentées dans le livre, à mon avis, présentent un intérêt pour le public. La seule chose qui rivalise en termes de volume d'argent avec le trafic de drogue, c'est la fraude fiscale, qui en fait représente plus. Et on aurait tendance, et c'est naturel, à croire que le monde du narcotrafic et le monde de la fraude fiscale évoluent dans des silos absolument séparés. Et dans les faits, c'est le cas. Sauf que, du point de vue d'un blanchisseur, l'argent est une matière première. Il l'achète et il la vend. Or, il se retrouve là, à l'intersection de deux besoins qui sont contraires. Vous avez d'un côté des trafiquants qui ont généré des montagnes d'euros en espèces, en France par exemple, en Europe. Et de l'autre, vous avez des fraudeurs fiscaux qui, eux, ont à leur disposition des sommes considérables, cachées sur des comptes, dans des sociétés offshore, etc., qu'ils ont appréhendé, eux, dans le système bancaire, avec, pour le coup, vraiment toute une ingénierie financière de justification mensongère. Et en fait, le blanchisseur va se placer à l'intersection de ces deux besoins. Il va acheter du cash aux trafiquants et le remettre aux fraudeurs fiscaux, précisément parce que ceux-là sont parfaitement au courant de la surveillance qui est exercée de manière extrêmement précise, à la fois par les banques et par toutes sortes d'autorités, dont Tracfin, et donc se gardent bien de faire des virements depuis leur compte au Caïman jusque sur leur compte à Paris. Et donc, ils vont acheter cet argent. Dans le cadre du dossier du livre, par exemple, ça portait quand même sur des sommes colossales, puisqu'on a réussi à identifier plus d'1 milliard d'euros. Ah oui. Et à en saisir 18 millions le jour même des opérations, et au final, plus de 120, 130 millions au total, sans compter les conséquences fiscales par ailleurs. Voilà. Donc on voit que c'est absolument nécessaire de le faire, de s'intéresser à ces réseaux occultes, que contrairement à une idée répandue, il n'existe pas un type de blanchisseur spécifique pour chaque type d'infraction, et que surtout c'est très rentable, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'anodin par les temps qui courent. C'est très rentable, très organisé. Ouais. Donc j'ai une question un peu provocatrice forcément. Est-ce que ça existe depuis toujours? Est-ce qu'il n'est pas vain d'essayer de combattre le blanchiment d'argent? Non, c'est-à-dire que ce serait utopique de penser qu'on puisse y mettre un terme. Donc voilà, ce qu'on peut faire, c'est protéger le système financier, mais du coup ça passe ailleurs, on le voit, en fait ça passe majoritairement par ces réseaux dits Hawala, qui sont ces réseaux donc d'opérateurs d'échange entre différents mondes criminels. Le blanchiment est une conséquence. Donc pour que le blanchiment s'arrête, ça supposerait que la criminalité elle-même s'arrête. Non, ce que je pense qu'il est possible de faire, c'est effectivement de prioriser les risques, de voir où sont les canaux principaux, peut-être de faire porter l'effort plus prioritairement sur ceux-ci. Il y a un rapport récent qui date de juillet 2025 qui a été produit par le GAFI, qui est le groupe d'action financière, qui est un groupe international qui spécifiquement fixe les normes internationales sur la lutte contre le blanchiment et qui souligne que 80-90% des opérations, par exemple pour le financement du terrorisme, se fait en espèces, au travers de réseaux de type Hawala, etc. Bon, c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, par exemple, nos efforts sur les crypto-monnaies, par exemple, qui souvent donnent lieu à des débats enflammés. Il existe de nombreux dossiers, etc. Mais en proportion, c'est pas comparable du tout avec ce qui se produit, par exemple, dans les réseaux Hawala. Donc si on doit prioriser, il est préférable de commencer par les choses qui, véritablement, sont le cœur battant du blanchiment du crime organisé. Justement, en tant que policier,
De quels moyens vous manquez encore pour lutter efficacement contre le blanchiment? Un policier vous dira toujours qu'il manque de moyens. Qu'il manque de moyens, mais ça, je pense qu'on le dit dans tous les domaines, vous savez. Voilà. Non. Je pense que c'est vraiment une question de focus. Ce qu'il faut d'abord, et c'est ce qui se produit, et d'où les chiffres que vous évoquiez, là, les 10% supplémentaires, c'est une culture d'abord. Une culture de l'enquête financière qui doit s'intégrer à l'enquête criminelle et qui en fait n'est pas très différente de l'enquête classique. Il faut évidemment des moyens humains pour le faire. Et comme on vient de le décrire, les circuits principaux étant des circuits informels, donc il n'est pas possible de contrôler, ce ne sont pas des banques, hein, ce sont des gens qui se dissimulent derrière un bureau de change, derrière une épicerie de quartier. Donc ça, dans le reportage. Ouais, donc ça suppose en fait d'avoir une manœuvre suffisante effectivement pour pouvoir mener ces enquêtes. La caractéristique du groupe que je dirigeais par exemple dans l'office central dans lequel je travaillais, c'était qu'on appliquait des méthodes d'enquête criminelles à des dossiers financiers. D'accord. C'est-à-dire que c'était écoute, filature, et plus si nécessaire. Dernièrement, le jeune Mehdi, 20 ans, a été assassiné à Marseille, un crime d'intimidation. C'est comme ça que le nomme son frère Amine, qui est très engagé dans la lutte contre le blanchiment. Aujourd'hui, dans le quotidien, est-ce que vous prenez des risques à traiter ce genre de sujet, à travailler sur ce sujet ? Le risque est inhérent au travail de policier. Moi, personnellement, je ne me sens pas du tout en danger. Je dirais qu'il est porté principalement par nos collègues de sécurité publique. Parce que ces collègues, donc la police du quotidien, l'appel 17, l'appel au secours, sont confrontés à une multitude de situations imprévisibles. Et en fait, ce sont eux qui arrivent inopidément sur des scènes parfois de grande violence et qui peuvent être pris à partie, pris en embuscade, etc. À la différence des services de police judiciaire qui eux-mêmes prennent des risques considérables dans le cadre de leurs enquêtes parce qu'ils travaillent sur des individus très déterminés, mais ils le font dans un cadre différent avec des services d'intervention spécialisés et dans une logique mieux préparé, c'est-à-dire qu'on sait à quel moment on va intervenir, sur qui, pourquoi, etc. Ce qui n'est pas le cas du collègue qui, dans son car police-secours, répond à l'urgence du quotidien. On va continuer d'en parler. Et évidemment, on va d'abord regarder un reportage, puisque le blanchiment d'argent, vous le disiez, c'est une enquête, souvent sans scène de crime, sans victime visible, mais avec des milliards qui disparaissent dans l'économie souterraine. Alors, pour comprendre comment on traque ces flux invisibles à destination, la brigade d'investigation financière de la préfecture de police de Paris, dans des bureaux discrets, vous allez le voir, face à des écrans se joue une bataille essentielle pour l'État, la lutte contre le blanchiment d'argent. Reportage d'Antoine Boitel. Des images de saisie de drogue et d'argent sale par la police et les douanes, nous en avons tous vu dans les médias. Mais lorsque l'argent du narcotrafic n'a pas été saisi par les autorités, il doit être blanchi. Alors, comment s'y prennent les narcotrafiquants? Eh bien, en grande partie, cela se passe juste en bas de chez vous, au coin de la rue. Pour comprendre ces mécanismes de blanchiment d'argent sale, nous avons rencontré les enquêteurs de la brigade d'investigation financière de la préfecture de police de Paris. Michael est policier, il fait partie de ce service spécialisé dans la traque de l'argent sale. On a en ce moment constaté l'essor de certains magasins de type fast-food ou tout ce qui entretient la barbe, barbier par exemple. Ces commerces-là, qui brassent de l'argent, ont l'avantage de pouvoir encaisser des espèces et les mettre en banque par exemple. Donc il suffit d'ouvrir un commerce où on va donner de l'argent régulièrement en grande quantité. Cet argent va être remis en banque de par l'activité de la société légale, puisque un petit épicier ou un barbier peut faire des coupes et être réglé en espèces. Il peut remettre ça en banque, donc on se retrouve avec des commerçants avec un chiffre d'affaires hors norme. Le commissaire divisionnaire Neveu qui dirige cette brigade nous a expliqué pourquoi il était vital, crucial pour les délinquants d'avoir recours à ces mécanismes et comment les trafiquants s'adaptent à l'action de la police. Les trafiquants sont des gens qui sont très opportunistes, qui ont des voies de blanchiment qui peuvent être très diversifiées. Et les réseaux spécialisés dans le blanchiment profitent de l'argent du narcotrafic, comme ils vont profiter aussi des fraudes à la TVA, des fraudes aux aides sociales, des fraudes de certains secteurs d'activité, de fraude fiscale. D'après les dernières études, on estime qu'il y a un petit peu plus de 200 000 personnes en France qui vivent directement ou indirectement du trafic de stupéfiants et un peu plus de 20 000 personnes qui ne vivent que de ça. Cette énorme manne financière occulte est connue depuis des décennies, mais le trafic a su s'adapter au fil des années. Pour en parler, nous avons rencontré la Bible du sujet. Cet homme, qui est un vétéran du service,
a connu l'évolution du blanchiment. Pour des raisons opérationnelles, le fonctionnaire a dû requérir l'anonymat. À bord d'un véhicule banalisé, il nous emmène en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers. On a trouvé, je crois, un peu plus de 500 000 € en espèces cachées dans des mannequins et tout, chez les commerçants chinois. Ici à Aubervilliers? Là, juste à côté, dans les rues où on avait fait toutes les surveillances. Le vrai bon blanchisseur ne perd plus d'argent, il en gagne avec ces espèces qui blanchissent et qui revendent derrière. C'est ça la grosse évolution qu'il y a eu. Ces pratiques financières occultes très organisées qui ne cessent d'évoluer étendent désormais leurs activités jusque dans les pays du Golfe et du Sud-Est asiatique et elles mettent parfois leurs activités en sommeil pour mieux revenir plus tard. Les policiers de la Brif continuent pendant ce temps de suivre la trace de l'argent inlassablement. Il suit de très près l'évolution du blanchiment d'argent et ses ramifications jusqu'au cœur de nos institutions. Journaliste au service enquête de l'Obs et auteur de Narcocratie, comment ils ont pris le pouvoir. Il nous aide à comprendre ce système tentaculaire. Vincent Monnier est avec nous. Vincent, merci d'être avec nous. Vous décrivez une narcocratie. En quoi le blanchiment d'argent est-il aujourd'hui un levier de pouvoir pour les organisations criminelles? On commençait à en parler là. Oui, tout à fait, oui. Ce qui marque ces dernières années, c'est la puissance financière des organisations criminelles qui est liée au commerce de drogue, au trafic de drogue. Et en fait, cet argent, ça leur permet de corrompre énormément, de corrompre des agents privés, des dockers, des bagagistes dans les aéroports, mais aussi des agents publics, des policiers, des douaniers, des gens qui travaillent parfois pour les impôts, pour leur donner des informations sur des adresses. Donc, ça leur a les gains du narcotrafic, ça leur a permis d'acquérir ces dernières années une puissance de corruption absolument dingue, une puissance de corruption qui va parfois, dans certains pays, jusqu'au monde politique. Ah oui, les Français imaginent souvent que ça se passe loin de chez eux. Pourtant, s'il devait y avoir des impacts au quotidien pour les Français, ce seraient lesquels ? Alors, ça ne se passe pas loin de... Ça va loin quand même. Oui, ça va loin. Alors, c'est un phénomène global. On assiste depuis 10 ans à une montée en puissance des organisations criminelles sur toute l'Europe. Ça, c'est un fait. Ce qui se passe en France, c'est qu'on assiste un peu au même phénomène. Il y a des chiffres qui sont assez inquiétants. Par exemple, dans un rapport assez récent de la Cour des comptes, le chiffre qui était donné, c'est que vous avez 8 communes sur 10 qui sont en France, qui sont concernés par le trafic de drogue. Selon le dernier rapport de l'OFAS, l'OFAS c'est l'Office anti-stupéfiants, il n'y a plus de zone blanche en France. C'est-à-dire que le trafic de drogue couvre l'ensemble du territoire. C'est mieux que la couverture d'Orange, Bouygues ou SFR. Donc voilà, donc tout le monde est concerné. Au quotidien, c'est souvent les premiers concernés, ce sont les gens qui vivent dans des immeubles au pied desquels il y a des points de deal. Donc ça perturbe leur vie quotidienne. Ils ne peuvent plus rentrer tranquillement chez eux, ils ne peuvent plus sortir. Il y a une sorte de contrôle social. Ça, c'est les premiers impactés. Et puis, ça touche aussi les familles qui ont des gens, des jeunes ou des moins jeunes qui consomment aussi, bien sûr, ces produits. Et puis, il y a cette violence qu'on voit se répandre un peu partout, et exploser à certains endroits. Voilà, donc ça concerne à peu près tout le monde. Quasiment tout le monde. Vous parliez d'une influence pouvant aller jusqu'aux politiques. Concrètement, ça ressemble à quoi ? C'est quoi les influences sur la société, sur le politique ? Alors, je vais vous donner par exemple un exemple que je développe un peu dans mon livre. C'est le cas d'un très très gros baron de la drogue qui est d'origine bosniaque, hollando-bosniaque, et qui en fait, depuis Dubaï, où c'est son refuge, eh bien, il cherche à contrôler la vie politique de son pays parce que pour blanchir son argent, ça peut être intéressant pour aussi préserver se préserver une base de repli. Alors, comment il fait ? Eh bien, lui, c'est très simple, il veut financer tous les partis politiques. Et il a une phrase qui est assez formidable dans un échange qu'il a sur une messagerie cryptée avec un de ses lieutenants. Il dit « Peu importe qui gagne les élections, c'est moi le vainqueur au final, puisque j'aurais financé un candidat. » Et il va plus loin. Donc il ne se contente pas de financer tous les partis politiques. Il a même reçu chez lui le ministre des Affaires étrangères de son pays, de la Bosnie-Herzégovine, chez lui, je veux dire à Dubaï. Une visite très secrète qui finalement a été révélée par la presse du pays. Mais donc, il ne se contente pas de financer, il crée lui-même un candidat politique.
il avait jeté son dévolu sur une femme et il voulait en faire sa candidate, donc propulser sa carrière politique. Donc il a financé sa campagne municipale et puis le but, c'était dans une ville assez importante de Bosnie-Herzégovine, et le but c'était aussi d'en faire une candidate nationale. Alors on se dit, c'est loin, c'est l'Europe de l'Est, mais aujourd'hui, vous avez eu le président de la Commission nationale des comptes de campagne qui, dans la perspective des futures municipales, c'est pas loin, c'est en mars prochain, a quand même lancé dans Le Monde, dans une interview, une alerte en disant « Notre principal sujet d'inquiétude aujourd'hui, c'est l'éventuelle infiltration de ces organisations criminelles de la campagne, c'est-à-dire en finançant, en faisant pression sur les futurs maires, en disant mais écoutez, moi je peux vous apporter un certain nombre de voix, mais en échange, vous fermez les yeux sur certaines activités. » Donc c'est la première préoccupation aujourd'hui de ce président de la Commission nationale des comptes de campagne. Et c'est vrai qu'il y a tout ce qui se passe en ce moment à Marseille avec cet assassinat d'intimidation du jeune qui est le frère quand même d'Amin Kessassi, qui est quand même un militant associatif, mais très engagé aussi politiquement. Il s'est présenté aux législatives. Donc voilà, on est là aussi. Il faudra voir quel est le but exact de cet assassinat, mais on voit qu'il y a une tension entre le monde politique et ce monde criminel qui a envie de prendre le pouvoir, d'avoir une emprise sur un territoire et de dicter sa loi aux politiques. Est-ce que ça peut aller jusqu'à infiltrer les entreprises aussi, par exemple ? Ça peut être utile, oui, infiltrer les entreprises pour peut-être à un moment essayer, tout en aval de ce qu'on parlait, c'est-à-dire du cycle de blanchiment, essayer de cet argent qui aurait été blanchi dans des paradis fiscaux, la réinvestir dans l'économie normale, faire main basse sur des entreprises, mais pas pour les gérer de manière classique, si je puis dire, c'est aussi de les gérer de manière criminelle. C'est-à-dire qu'on a vu le cas en Italie, quand les mafias ont fait main basse sur des entreprises de déchets, de traitement de déchets ou même d'alimentation, eh bien, ils ont fait pression, ou de BTP, ils ont fait pression sur des concurrents pour décrocher des marchés, ils ont fait pression sur les pouvoirs politiques pour décrocher également des marchés. Et ils ont essayé de maximiser les marges en vendant des produits totalement hors normes, vous voyez ce que je veux dire, qui ne respectaient pas du tout les normes pour essayer de maximiser les marges. Donc voilà. Il y a un risque aussi d'une infiltration mafieuse de l'économie légale. Je me mets à la place des personnes qui nous regardent. Ce que vous dites, ça peut faire peur, notamment quand on parle des élections municipales qui arrivent. Et j'ai pas envie non plus qu'on pense que il faut avoir peur surtout et qu'on peut avoir confiance en personne. Quels enseignements on tire de ça et comment on peut rassurer ? Alors déjà, il ne s'agit pas de dire que la France est devenue un narco-État. La France n'est pas un narco-État. La France est un État avec une structure forte, avec des institutions fortes, mais qui fait face à une menace importante venue des organisations criminelles, qui menacent de déstabiliser notre démocratie. Mais face à ces organisations qui sont de plus en plus fortes, on a aussi un pouvoir des institutions judiciaires, policières qui sont là, qui sont présentes et qui sont assez fortes. Donc voilà, il y a une menace, mais on n'est pas en train de devenir le Nouveau-Mexique. Oui, c'est ça. C'est important de tempérer un petit peu. Aujourd'hui, est-ce que dans cette lutte contre le blanchiment, il y a des angles morts, il y a des endroits où on se dit ok, là, on n'arrive pas encore à lutter, on ne sait pas comment s'y prendre. Ça existe encore ? Enfin, ça existe ? En fait, quand on commence à s'intéresser à ces sujets, c'est ce que disait Quentin, ce qui frappe, c'est qu'en fait, on s'attend, moi je suis journaliste, je suis un peu extérieur, je m'intéresse à ces sujets. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets, je pensais que j'allais trouver des sociétés offshore, des banques, des banquiers, des financiers un peu louches, mais dans des belles institutions. Des paradis fiscaux à gauche. Et en fait, on s'aperçoit que le système privilégié par les organisations criminelles, les trafiquants pour blanchir leur argent, c'est un système qui est vieux comme le monde, si je puis dire. C'est un système qui s'appelle l'Awala, qui est plus vieux que la Banque de Suède, qui est la première banque européenne. Et en fait, c'est assez rudimentaire, c'est ça qui frappe, et d'une efficacité redoutable. C'est-à-dire qu'en passant par ces banquiers occultes, vous pouvez transférer des sommes conséquentes, colossales parfois, plusieurs millions, en quelques minutes.
d'un pays à un autre. C'est ça qui est prodigieux, alors que nous, déjà, pour transférer, faire un virement, ça nous prend un jour, des fois deux, pour faire un virement de 50 €. Donc on se dit, mais en passant par le circuit bancaire classique. Il faut justifier quand on met 300 € sur son compte. Donc c'est ça qui frappe. Voilà. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de crypto-monnaie, il y a beaucoup d'inquiétudes autour de ce monde-là. C'est vrai, il y a des affaires emblématiques, mais ça reste encore résiduel, ça reste encore peu important par rapport à tout cet argent qui est blanchi par ce système d'Hawala, cet argent en espèces qui est blanchi par ce système de banques parallèles, de banques souterraines. C'est un sujet qui est passionnant, messieurs. On n'a que 26 minutes pour en parler. Vous vouliez réagir ? Oui, sur l'Hawala, parce qu'effectivement, c'est le vecteur principal. Et le deuxième vecteur, quand même, et qui en fait est associé au mécanisme de compensation type Hawala, c'est le transport de marchandises. Et ça, c'est un canal absolument énorme, parce que autant l'utilisation du système de compensation est extrêmement simple, parce que vous savez, les gens qui l'utilisent ne sont pas des gens qui ont des MBA. Il leur faut un système simple qui a fait ses preuves et qui vraiment est connu depuis toujours. En revanche, derrière, les blanchisseurs eux-mêmes doivent équilibrer leurs comptes, doivent faire transiter de la valeur physiquement et ne veulent pas le faire avec des billets de banque. Ils vont transformer cet argent en autre chose, des voitures, des montres, du textile, du sucre, peu importe quoi. Et ils vont faire transiter la valeur physiquement, si vous voulez, sous forme de marchandises, la revendre, probablement faire un profit, comme on l'a vu dans des dossiers très importants, qui d'ailleurs sont évoqués aussi dans mon livre, avec des voitures et qui a financé le Hezbollah. Et ça, c'est vraiment le deuxième terme de cette équation de blanchiment. Voilà. Eh bien, on rappelle votre livre, justement, Argent sale, la traque, aux éditions Fayard. Merci, Quentin, d'être venu sur notre plateau. Vincent, votre livre, vous, Narcocratie, comment ils ont pris le pouvoir, paru chez Albin Michel. Merci d'être venu sur notre... avec plaisir, merci d'être venu nous voir. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos contenus sur notre site internet 20minutes.fr et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et puis, pour ne rien rater de l'actualité de 20 minutes, vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter. La semaine prochaine, un tout autre sujet consacré cette fois à la phobie de Noël. C'est complètement différent. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.